monde sans argent, un monde sans... Bienvenue à notre 6e table ronde sur l'idée d'une société sans argent. Des penseurs et des auteurs se réunissent pour en discuter. Donc, sont présents aujourd'hui Thierry Long, un chercheur en sciences humaines universitaire qui a écrit un ouvrage sur une société sans argent, qui va d'ailleurs en écrire d'autres prochainement. Nous avons aussi Pierre Whitman, architecte, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages sur la spiritualité et qui s'intéresse beaucoup à l'idée d'un monde sans argent. Nous avons aussi Guillaume Régimbaud, qui est proche des idées de Jacques Fresco, et donc moi-même qui a écrit un roman qui s'intitule La dernière conquête, prémisse d'un monde sans argent. Alors le thème de notre 6e rencontre est: comment envisagez-vous la transition de notre société actuelle vers une société sans argent? Alors certaines personnes envisagent un effondrement économique, écologique, qui mènerait à une société sans argent. D'autres personnes envisagent la création d'écolieux sans argent qui se multiplieraient, un petit peu à la manière de Proudhon, de Cabet ou de Fourier. Certaines personnes voient aussi une transition progressive à la manière de Karl Marx, avec la nationalisation de la propriété et ensuite un passage vers une société sans argent. Et enfin, d'autres personnes voient une transition abrupte où on passerait d'une société, de notre société actuelle, à une société sans argent. Alors, quelle est la forme de transition que vous imaginez vous-même? Euh, Personnellement, quelqu'un souhaite commencer? Guillaume, s'il te plaît? Oui, merci Yann. Euh, donc une transition, effectivement. Tu l'as résumé, hein, il n'y a que deux possibilités réelles, c'est ou progressive ou sur une rupture. Il est certain que dans l'histoire des hommes, les transitions d'un modèle de société à un autre se sont souvent faites sur des ruptures, sur des guerres, sur des grandes catastrophes, parce que c'est ce qui a été le vecteur qui a fait que les gens se sont mis ensemble pour réfléchir à une stratégie, ont développé des technologies pour un but qui était parfois guerrier et qui a permis à une société civile après de rebondir et de changer de paradigme. On a pu le voir après la guerre de 100 ans, on a pu le voir après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des changements radicaux qui sont opérés, que ce soit au niveau des balances de pouvoir entre les pays ou de l'utilisation de technologies qui n'étaient pas encore au point avant le conflit. Pour ce qui est de notre sujet, donc de la transition d'un monde monétaire à un monde post-monétaire, c'est difficile de se projeter. Il est facile de se dire, bah, ce sera après qu'un météore nous a tombé dessus ou qu'une grande guerre nous ait fait du mal, ou alors qu'un effondrement économique catastrophique se soit produit. Facile entre guillemets, parce que finalement, c'est le premier scénario qui nous vient à l'esprit, tellement les deux sociétés sont différentes. Entre une société monétaire et une société post-monétaire, tous les paradigmes changent, tout ce qui est afférent aux échanges entre humains n'est plus de la même nature. Donc, pour qu'un changement pareil se produise, il faut vraiment un cataclysme. C'est ce qu'on imagine. Enfin, bon, il y a d'autres possibilités de faire. Moi, je vais commencer par la possibilité douce, celle d'une transition progressive. J'en ai déjà parlé avec toi, avec vous, lors de différentes ou tables rondes ou échanges informels. Euh, je tire mes idées, moi, du projet qu'avait mis en place Jacques Fresco, The Venus Project, qui est vraiment, pour moi, un peu la Bible dans le domaine. Bon. Ce qu'on voit derrière moi, ce sont les exemples de structures qu'il avait imaginées. Un monde post-monétaire permet d'être très technologique, permet de l'être parce qu'on va pouvoir débrider l'imagination et la capacité de recherche, sans être forcément sous le coup d'influence lobby, d'influence politique. La manière dont lui il l'envisageait, cette transition progressive, c'était d'abord de faire une ville test. Une ville qui serait donc un écosystème social et technologique qui permettrait de mettre en place une proof of concept en anglais. C'est-à-dire qu'on a l'exemple de ce que ça pourrait donner. Il voulait réunir dans cette première ville avant tout des techniciens, des chercheurs, des ingénieurs, parce que ce sont eux dont on a besoin dans un premier temps pour mettre en place l'automatisation. Pourquoi l'automatisation par rapport à un monde sans argent? Parce que pour qu'un monde sans argent puisse se développer de manière harmonieuse, sans qu'il y ait de conflit,
Il faut pour cela que les gens soient à l'abri. Il faut qu'ils aient l'abondance. L'abondance en biens, l'abondance en matière, l'abondance en toute chose, de manière à ce qu'il n'y ait pas de comportements délétères qui sont liés à la peur de manquer, qui sont liés à l'inconfort, la jalousie et tout ce qu'on peut imaginer qui va venir interférer avec les relations humaines. Car ce n'est pas forcément quelque chose qui est inhérent à l'homme, hein, la violence, la peur, toutes ces choses-là, c'est vecteur, vecteur de manque, vecteur attention, il faut que je me mette en sécurité. Donc l'abondance. Et comment créer cette abondance? Eh ben, c'est avec la technologie. Ça a toujours été. Quand on veut avoir une abondance de grains de blé, il faut une certaine technologie par rapport à l'agriculture. C'est pas nouveau. Quand on veut une abondance de viande qui ne se faisante pas rapidement, il faut la fumer, il faut la cuire avant, technologie du feu. Tu vois ce que je veux dire? L'utilisation de la technologie est clé pour se mettre en sécurité. Donc créer l'abondance demande une ville très, très technique, très technologique, qui nous permettent d'avoir un accès facile et permanent à toutes les commodités. On ne peut pas faire ça sur l'échelle d'un pays à l'immédiat, parce que malheureusement, il faudrait une volonté politique très, très forte. Donc, on commence par un exemple. L'exemple de cette ville qui va être développée petit à petit par des ingénieurs qui vont mettre en place donc, des automatisations qui permettront une meilleure gestion des ressources qui sont mobilisées pour la création de cet exemple. Une Voilà, fois donc qu'on là, moi, je a... te coupe, Guillaume, parce qu'on ne va pas reprendre toute l'histoire de Jacques Fresco. Donc, toi, tu proposes une transition progressive en te basant sur Jacques Fresco. Alors, comment, à travers une première ville qui sert de modèle technologique, alors Oui, comment tu finances cette ville pour vraiment, ce qui est oui, le but de cette table ronde, c'est en quelque oui, sorte de poser des stratégies, d'avancer vers tout à quelque fait. chose. Donc, parce que le problème de cette première ville, qui est un plan, qui est une stratégie, comment on fait pour financer cette ville? Parce que Jacques Fresco n'est jamais arrivé à la financer. Non, il n'y est jamais Quels arrivé, mais sont il n'en est pas passé loin. Il lui faut un mécène, quelqu'un qui vient le financer. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme pour les grands peintres de la Renaissance. S'ils n'avaient pas eu de mécénat, ils n'auraient pas pu faire leurs œuvres incroyables. C'est la même chose. C'est une œuvre d'art, ce qu'il proposait quelque part. Mais il faut un mécène, quelqu'un qui vous permette de démarrer. Donc, il faut des gens riches qui viennent croire dans votre projet et vous financent. Il n'était pas passé loin d'y arriver parce que lui, il avait mis en place donc, certaines choses qui étaient en fait même un concept d'habitation qui se montait en une journée et qui était très moderne, très impactante. C'était au niveau des années 60. Il y avait des schémas, j'aurais pu les retrouver pour vous les montrer. Mais... Bref, il cherchait un mécène. Et derrière ce mécène, après, peut-être déclencher quelques volontés politiques. Un sénateur, un représentant qui puisse derrière dire ben, moi, je vais porter aussi cette bonne parole par l'intermédiaire de la parole politique. Donc oui, voilà, il donc faut là, en financer au départ par les privés. on pourrait penser par exemple à un gars comme Elon Musk, qui a une fortune Ouais, qui on peut change tous penser les jours. à ces gens-là, ouais. Le lundi, il a 300 milliards, le mardi, il en a 400 et le jeudi, il en a plus que 100 dans cette élite financière. Bon, bah, lui, visiblement, il est plutôt parti pour coloniser Mars. Donc lui, il est pas pour créer un monde sans argent. Donc, Ah, est-ce que tu penses c'est pas pas terrible. plutôt, et là, ça serait ma vision de la transition, qui est aussi une transition progressive, ce serait qu'un groupe de personnes se réunissent pour financer cette ville, c'est-à-dire en créant des commerces participatifs, par exemple des magasins bio qui se multiplient. Donc ces commerces qui génèrent de l'argent et 100% des profits de ces commerces participatifs sont reversés vers une ville sans argent ou vers des actions, des projets post-monétaires comme la création d'un film, la création Ouais, de festivals de musique, pour promouvoir déjà l'idée d'une société sans argent, voire en ayant beaucoup, beaucoup de moyens, avec peut-être 100 magasins bio dans toute la France ou dans toute l'Europe, par exemple, on génère des millions, des centaines de millions d'euros, et là, on n'a pas besoin d'un mécène un bienfaiteur, mais on devient nous-mêmes ce mécène. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de cette idée? c'est trop Comme ça, on a une embryonnaire, idée. pas assez impactant. Ça ne marcherait pas. Ça a déjà été Donc, essayé. Mais bon, toi, après, tu penses qu'un groupe je de suis radical personnes, sur toi en te disant ça ne marche ouais, pas. Mais donc toi, tu penses qu'un groupe de personnes ne peut pas faire ce qu'une personne peut faire. non, non, pas du tout. Parce que Jacques Fresco tout seul n'y serait jamais arrivé. Et lui-même, d'ailleurs, ne comptait pas s'en occuper seul. Il n'était qu'un pion dans son affaire et il a toujours essayé de s'entourer. Mais par contre, ce dont tu as besoin, c'est d'une armée d'ingénieurs. Parce qu'encore une fois, on en vient à la création de l'abondance. La création de l'abondance, tu ne la créeras pas juste avec des gens de bonne volonté dans un système monétaire où ils essayent de s'en affranchir en essayant de mettre en place une franchise.
ça peut avoir des impacts positifs, certes, Oui, mais mais alors là, dans un scope limité. oui, Tu as parce que besoin d'une alors, abondance forte. toi, tu as une vision d'une technologie très avancée, mais on peut aussi très bien envisager la création d'un lieu, d'une ville sans argent, en Bien vivant sûr. d'une manière Mais complètement actuelle et simple. Je crois que Pierre Whitman ou Thierry Long voient je vais laisser la plutôt parole un peu. une ville sans argent, sans avoir des robots qui nettoient les poubelles. Pierre, Thierry, quelle est votre vision de la transition? Vous êtes plutôt effondrement, vous êtes plutôt transition progressive comme moi et Guillaume? Comment vous voyez les choses? Thierry, en premier lieu? Oui, merci. C'est très stimulant hein, de voir les différentes directions qu'on peut imaginer hein, en fait ensemble. Et effectivement, en fait, moi, je vais m'appuyer sur une phrase un peu lourde d'Aurélien Barraud qui dit envers les ingénieurs, vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème. Et donc, je vais partir de là en fait pour enfin pour alimenter mon imaginaire sur une transition alors progressive, mais d'après moi une transition progressive, je vais un peu la décliner, mais elle est utopique. Mais vu qu'on est dans l'utopie, on va essayer d'y avancer hein, le plus possible, parce que ce que laisse à voir le monde actuel, c'est plutôt des crises et des ruptures qui vont s'organiser au niveau économique, géopolitique, écologique, etc. Et par contre, ce qui ressortira, comme tu disais Yann au départ, d'après moi, ce qui ressortira de là, ce sera une société d'autant plus policée, rigide, basée sur la domination, etc. Par rapport à la technologie, après j'arrête, les peuples qui sont le plus durables, hein, c'est ceux qu'on a écrasés. Hein. Et eux, ils n'ont pas forcément attendu l'abondance pour se sentir en sécurité et en lien, en intégration au sens plein du terme, avec la nature. D'ailleurs, dans certains peuples premiers, hein, que ce soit en Amazonie encore aujourd'hui ou en Asie, le mot même de nature n'existe pas, comme l'a montré l'anthropologue Descola. C'est-à-dire qu'ils se sont pas retirés de ces liens essentiels, initiaux, premiers, avec l'environnement. Et en fait, la transition, elle irait vers la relocalisation de toutes nos activités, qu'elles soient alimentaires, agricoles, ludiques, sociales, physiques, etc., éducatives, et aussi politiques. Donc si je reviens sur cette idée de transition, si on passe par le monde actuel avec les données actuelles, et si le gouvernement, si on intègre le gouvernement pour proposer une direction telle, ce serait d'abord de jouer sur le système éducatif, qui est la pierre de voûte de reproduction de la société telle qu'elle est ou d'évolution. Système éducatif que j'imagine faire évoluer vers le modèle des éducations alternatives qui sont beaucoup plus basés sur le développement de l'autonomie individuelle et collective, sur le développement de l'empathie, etc., etc. C'est-à-dire finalement sur quelque chose qui est plus de l'ordre des besoins premiers de l'être humain, comme montré par exemple par la psychologie humaniste. Bien sûr, les besoins physiologiques en font partie. C'est d'ailleurs le premier étage de sa pyramide qui est assez connu. Mais il y a beaucoup d'autres types de besoins qui sont essentiels et qui demandent très peu, en fait, et qui rendent finalement heureux. Donc voilà, d'abord une transition progressive sur le système éducatif. Toujours, l'argent circulerait toujours. Ce serait vraiment, bien sûr, sur du long terme pour ensuite finalement diminuer aussi toutes les médias à grande échelle qui avancent des films, des publicités, des articles, etc., qui sont tournés vers la violence verbale, physique, vers le jugement, l'évaluation, vers la perversité, euh, pour finalement, progressivement, ben, soit les modifier, soit mettre d'autres fictions, soit même les enlever. Et là, j'arrive en fait à la disparition progressive des relations médiées par des interfaces numériques pour avoir des relations interpersonnelles directes, en réel, expérientielles. Parce que là aussi, les recherches en neurosciences ou en psychologie montrent le dégât des interfaces numériques, que ce soit sur la santé d'une manière globale, qu'elle soit mentale, physique ou sociale, en termes d'intégration et de relations interpersonnelles. Donc, en fait, on sent qu'il y a une diminution comme un entonnoir pour arriver en fait à des écosystèmes beaucoup plus petits qui pourraient du coup s'auto-organiser
être dans une démocratie, une forme de gouvernance directe. Et là, quand je suis en train de dire ça, il y a en fait une disparition de l'État souverain, pour que la souveraineté revienne entre les mains des personnes. Et à ce moment-là, on pourra, j'imagine qu'on peut enlever l'argent à ce moment-là. Et que, à partir de là, tous les écosystèmes puissent réfléchir à ce qui leur semble le plus utile, premier, à quoi ils souhaitent répondre et donc à quoi ils souhaitent travailler pour que la communauté, vive le mieux possible. Voilà, très rapidement. Voilà, donc nous sommes rejoints par Jimmy Quimbert et Eric Trochon. C'est vrai que c'était le changement d'horaire. Aujourd'hui, j'ai fait une petite erreur par rapport au commencement de la rencontre. Donc, pour le moment, nous avons discuté ensemble toujours de la transition. Il y a 4 formes de transition, on va dire, possibles. Certaines personnes voient un effondrement du système et on passe à un monde sans argent. D'autres personnes voient la création de villes sans argent, de lieux sans argent qui servent de modèle et qui se multiplient. D'autres personnes voient une transition progressive euh, par étapes qui mènerait à une société sans argent. Et d'autres personnes voient une transition abrupte où on passe de notre système actuel à un système sans argent, hein. Donc jusqu'à présent, Guillaume, moi et Thierry sont plutôt pour une transition par étapes, hein. Pierre, donc tu souhaitais prendre la parole, s'il te plaît? Alors moi, il y a deux choses. Je vais répondre rapidement à la question et après, j'ai une petite réflexion sur le monde sans argent. J'ai pris quelques notes que je voudrais vous lire. C'est pas très long. Alors, pour répondre d'abord à la question, moi, je suis pour la création de, d'expériences pratiques, c'est-à-dire de groupes ou de communautés dans tous les domaines, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, dans le milieu industriel, dans le milieu agricole, dans d'autres milieux. Et faire ces expériences qu'il y en ait le plus possible, par exemple sur une durée de 10 ans. Et après 10 ans, on pourra tirer des conclusions et pour voir si vraiment le monde sans argent, c'est vraiment un but souhaitable ou pas, ou si le nouveau genre de société sera peut-être différent et sera peut-être pas tellement basé sur la suppression de l'argent, mais sur peut-être d'autres choses. Donc voici comment je vois, donc ça serait plutôt progressif, mais pour moi il faut surtout arrêter de seulement parler, mais faire des expériences pratiques sur le terrain qui montrent les possibilités d'un monde sans argent par exemple ou d'un monde différent. Alors ça sera par des gens volontaires ou bien alors ça sera par des gens non volontaires qui ne désirent pas ça, qu'on attraperait et qu'on mettrait dans des sortes de camps de concentration en leur imposant un monde sans argent pour voir comment, parce que le jour où on fera la transition, il y aura quand même une grande majorité des gens qui ne seront pas d'accord de vivre sans argent et à qui on sera obligé d'imposer ce système. Il faudra voir comment. Voilà, alors maintenant je voudrais juste vous lire ce que j'ai lu, mes réflexions sur un monde sans argent. Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis les activités du groupe depuis mon interview par Yann en février. J'avais déjà rencontré Mosika en 2021 et en 2022, j'ai créé un site sur ce sujet d'un monde sans argent. D'un côté, je me suis passionné pour ce projet qui me parlait, mais d'un autre, j'ai eu dès le départ beaucoup de doutes et me suis posé beaucoup de questions sans y trouver de réponse. Une idée qui me semble fausse au départ est que l'argent est la cause des guerres, de la pauvreté, des inégalités et autres dysfonctionnements de nos sociétés. Mais les guerres et la pauvreté ont existé bien avant les introductions de l'argent dans nos sociétés, qui n'ont jamais été faites avec des intentions malveillantes, mais au contraire pour créer des conditions de vie plus favorables pour les gens les plus défavorisés. Par exemple, quand le salariat a remplacé l'esclavage. L'argent facilite aussi les échanges, le troc et le commerce. Dans le nouveau système de monde sans argent, comme il sera toujours obligatoire de travailler sans être payé, on se retrouvera dans une nouvelle forme d'esclavage. Les dysfonctionnements et le manque d'harmonie de nos sociétés est avant tout au bas niveau de conscience et de maturité de la grande majorité des populations qui se situent aux alentours de 200 sur une échelle de 0 à 1000, dont les principales caractéristiques sont l'avidité, l'aversion, l'égoïsme et la mentalité de victime. Ce ne sont pas seulement celles du petit peuple, mais aussi celles de la plupart de ceux qui le dirigent, dont l'avidité pour l'argent n'est plus à démontrer.
Ces caractéristiques changent à partir du niveau 500, l'ouverture du cœur, qui ne concerne dans notre monde que très peu de gens, et qui ne sera en tout cas pas atteint simplement par la suppression de l'argent, mais par un long travail de développement personnel. Les gens qui ont un niveau de conscience de 200 ou même de 300 ou 400 ne sont pas prêts à vivre dans un monde sans argent, car la principale force qui les motive est leur avidité. Voici un simple test pour voir si vous êtes prêts. Demain, lorsque vous irez faire des courses dans votre supermarché, on vous dira que tout est gratuit. Si vous prenez un produit de plus que ce que vous auriez acheté en payant, c'est que vous n'êtes pas prêt pour vivre dans un monde sans argent. Si on faisait un référendum aujourd'hui, plus de 95% des gens voteraient contre un monde sans argent. L'idée d'un monde sans argent n'est ni très réaliste ni très raisonnable. Qui essaye de promouvoir cette idée? Et comment les dirigeants de ce projet trouveront-ils le pouvoir de l'imposer à une population qui n'en veut pas? Si ce sont les oligarques et les politiciens qui dirigent la France et l'Europe actuellement, ce sera probablement pour s'accaparer l'argent du peuple sans eux-mêmes renoncer à l'argent. Et comme les États européens sont les vassaux des États-Unis, ils n'obtiendront certainement pas le feu vert des Américains qui, eux, ne veulent pas renoncer à l'argent, mais veulent pouvoir continuer à vendre des armes à l'Europe et à s'enrichir sur son dos. Je ne suis pas contre, je suis par contre toujours disposé à participer à la création d'un nouveau monde plus harmonieux. Mais dans cette quête, je considère qu'il ne faut pas se limiter au rôle discutable de l'argent ou de la suppression de l'argent, mais explorer aussi le rôle de la spiritualité et de l'absence de spiritualité, le rôle du niveau de conscience et de maturité des populations, le rôle d'un changement de dimension ou de niveau vibratoire de la planète ou de l'humanité, et le rôle que pourraient jouer des extraterrestres, qu'ils soient malfaisants ou bienfaisants. Lire mon article sur ce sujet dans ma newsletter du 2 octobre 2025. Voilà. Voilà, donc merci Pierre, hein, c'est très intéressant. Maintenant, bon, le thème de la journée, le thème de la rencontre, c'est quand même quelles sont les visions, les stratégies, hein, vers une transition, hein. Pour faire une transition, il faut bien Alors, vers quoi on veut faire la transition. Est-ce que c'est vraiment un monde sans argent? oui, mais tu poses des questions, tu poses des faits très très importants sur le monde de pouvoir, notamment, hein. Comme tu disais, les États-Unis. Je pense que l'élite, hein, l'élite mondiale s'opposera à un monde sans argent, parce que ils créent les banques qui créent de l'argent à partir de rien pour avoir du pouvoir. Donc, ils n'ont aucune raison de ne pas continuer, hein. Donc là, tu as posé des thèmes très très importants. Jimmy ou Eric, quelle est votre vision personnelle, hein, vers Jimmy en premier lieu, vers quelle forme de transition tu te semble la plus réaliste, tu envisages personnellement? Alors, je pense qu'il faut y aller progressivement, parce que ça fait un peu consensus quand même. Euh, pour moi, c'est la voie politique qui doit primer, parce que c'est un peu la règle du jeu. Moi, toutes les manières d'arriver à un monde sans argent m'intéressent. Je soutiendrai tous les projets, y compris la bascule, le chaos qui peut arriver, des événements de toutes sortes. Je serai toujours derrière un monde sans argent. Maintenant, là où je serai le plus utile à m'impliquer, ça sera dans un projet politique. Pour moi, il faut apporter euh, aux gens, à tout le monde, un avant-goût de la société post-monétaire. Et pour ça, rien de tel que la gratuité. Alors la gratuité, c'est pas vraiment euh, une référence absolue de la société post-monétaire, puisque en absence de monnaie, il n'est même plus question de gratuité, mais d'accès, tout simplement. La gratuité implique qu'il y ait une concession par rapport au flux normal des échanges qui serait monétaire. Donc, on isole une manière d'échanger de privilégier, puisque ce serait par la gratuité. Mais c'est déjà un bon début. Et pour ça, il faut, à mon sens, proposer au plus grand nombre. C'est la différence avec les projets qui peuvent émerger, les projets qui pourraient arriver dans certaines villes, certains villages. C'est bien, mais la plupart des gens et des critiques vont
vont dire que c'est marginal, que c'est utopique, etc. Donc, tout le monde doit pouvoir toucher à ce début de monde sans argent. Et pour ça, il faut développer la gratuité, ce qu'il faut proposer politiquement. Et ce qui se fait déjà, pour moi, l'État-providence, potentiellement, euh, porte les racines d'un monde sans argent. Alors, ça s'inscrit dans une démarche monétaire, bien sûr, puisque c'est jamais gratuit pour tout le monde, mais le fait d'accéder aux soins, à la santé, ce qu'on a pu avoir depuis des décennies en France, par exemple, et euh, avoir des aides de toutes sortes partout, bien, les gens qui vont critiquer ça vont dire oui, mais les gens, les bénéficiaires n'ont plus le sens de la réalité, puisqu'ils bénéficient de services, de commodités gratuitement. Bien oui, eh bien, il faut étendre ça. Pour étendre ça, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir, dans un premier temps, financer cette gratuité pour l'usager. Et c'est pour ça que je propose plusieurs mandats. Alors, plusieurs mandats, si on prend l'exemple de la France, il faudrait pouvoir être élu président, avoir une majorité à l'Assemblée et pouvoir euh, déjà venir à bout de la dette publique. C'est-à-dire, pour pouvoir quitter la monnaie, il faudrait déjà quitter la monnaie en bon ordre et, euh, et restructurer la dette et même la faire disparaître petit à petit. Alors, j'ai des solutions pour ça, mais euh, de sorte que l'on ait enfin les moyens de financer la sécurité au sens large. Pour moi, la sécurité, c'est pas simplement les pouvoirs régaliens, le- police, justice, armée, c'est aussi euh, l'accès aux soins, à l'alimentation, aux loisirs même. Tout ça, sécurité intérieure, hein, psychique aussi, de pouvoir, euh, comment dire, pouvoir toucher un petit peu à tout ce qu'un être humain est en droit de demander. Donc ça se finance dans un premier temps, à partir du moment où les gens vont profiter de cette gratuité élargie, d'abord dans les transports, puis le sport, puis de plus en plus, alors la santé, déjà le cas, mais encore plus, et également d'autres champs d'application, bien ça deviendra quelque chose de très important, quelque chose à protéger. Comme aujourd'hui, beaucoup de monde, la plupart des gens protègent l'État-providence. Eh bien là, on arrivera à un moment où beaucoup de gratuité donnera envie de pousser la logique plus loin et peut-être donc d'évoluer vers une société complètement sans argent. Après, comment on la met en place et surtout quels sont les rapports de force avec l'extérieur, ça fera l'objet d'une autre discussion, j'imagine. Mais mais c'est loin d'être perdu. C'est loin d'être perdu, il y a de grands espoirs. Mais pour moi, la bascule ou faire les choses trop précipitamment, ça va inquiéter les gens. Il faut d'abord rassurer les gens en disant qu'ils ne vont pas perdre en confort. C'est le plus important, puisque tout ce qu'on a gagné sous la monnaie doit être un acquis. On remet en cause la monnaie, mais on ne remet pas en cause les acquis de la monnaie. Simplement aujourd'hui, il faut démontrer que l'argent permet des choses, mais empêche beaucoup plus. Et la gratuité, et plus tard l'accès, donnera des moyens beaucoup plus grands pour mener à bien des projets et vivre beaucoup mieux. Voilà. Voilà, donc toi, tu imagines une transition par par la voie politique avec un premier mandat en maximisant en quelque sorte la gratuité pour sensibiliser les gens à la gratuité et Oui, ensuite petit à petit, d'une manière progressive, simplement pour reprendre tes idées, eh ben, passer à un système sans argent. Alors comment tu fais pour passer d'un système où il y a de plus en plus de gratuité à un système où il n'y a plus d'argent du tout? Est-ce qu'il y a encore des étapes dans ta vision? oui, alors ça se fait en plusieurs, en plusieurs mandats, c'est ça et on sait que c'est très compliqué hein, de pouvoir avoir le pouvoir, surtout continuer à rester en place. Hein. On a vu, double mandat, ça existe. Le président Macron l'a fait, certaines circonstances évidemment, mais ça pourrait être possible. Et dès le début, il faut être très clair sur la direction, l'objectif. Et, euh, et dans un premier temps, il faut remettre en ordre les comptes, apporter une gratuité qui coûte pas cher, entre guillemets, mais des commodités, quelque chose qui va beaucoup plaire aux gens et qui sera un bon début. Et
et progressivement ajouter beaucoup plus de gratuité. Comment on fait ensuite pour basculer quand les gens sont prêts, au bout de 2, 3 mandats, on peut faire un référendum et aller un peu plus loin dans cette démarche. Il faut remettre en cause Ça, c'est pas bon. mal de Hein, traités, mais bon. alors je ne dis pas de sortir de l'Union européenne ou sortir du traité, hein. Le rapport de force se fait aussi. On a vu pendant des décennies comment la Grande-Bretagne négociait au-delà du raisonnable avec l'Union européenne tout en restant dans l'Union européenne. Là, ça peut paraître encore plus fantasque par rapport à une sortie de la monnaie, mais je suis convaincu qu'on pourrait continuer à rester dans l'Union européenne. On est quand même un moteur, hein. Si on s'en va, l'Union s'effondre. Voilà. C'est une chose. D'accord. Ensuite, On va faire passer je vais donner la parole à Eric oui, aussi, hein, voilà, pour pas que ce soit trop long pour tout le monde. Eric, bonjour, à toi la parole. Quelle forme de transition tu envisages te semble la plus réaliste pour passer à une société sans argent, Eric? Déjà, je pense que la bascule peut se faire rapidement. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. C'est arrivé juste après la guerre et ça a été mis en place rapidement dans une France qui était ruinée, hein. Or, nous, ce qu'on veut, c'est aussi une sécurité sociale, mais pas juste de la santé, du logement, de l'alimentation, de l'eau, de tous les besoins de base, en fait, hein. La gratuité, c'est une sorte de sécurité sociale. Donc, je pense que les choses peuvent se faire rapidement. Euh, il faut pour ça il faudra peut-être un élément déclencheur. Pour la sécurité sociale, de 1945, il y a eu la guerre. J'espère que ce sera un élément déclencheur moins grave que ça. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une préparation, une organisation, hein. Si on a juste un élément déclencheur, on ira vers le chaos et les classes moyennes ne nous suivront pas et il ne se passera rien. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est ce qui s'est passé avec la révolte au Chili aussi, hein. Il n'y avait pas de préparation. Du coup, il y a eu beaucoup de blessés, plus de 400 éborgnés au Chili quand même, hein. Et puis, le résultat est pas satisfaisant parce que les classes moyennes n'ont pas suivi et les classes supérieures non plus. Donc, je pense qu'il faut déjà une organisation. Et j'ai étudié des luttes passées. J'ai étudié les zapatistes au Mexique, par exemple. J'ai étudié la Commune de Paris aussi, hein. À chaque fois, il y a eu un élément déclencheur. Mais avant, il y avait eu une préparation. Il y avait une organisation. Il y avait des gens qui se causaient, qui avaient une vision aussi, hein. Donc, je pense que c'est important vraiment d'élaborer une vision et de faire du lien entre nous, de créer les places de partage comme à Mosika ou simplement les assemblées citoyennes, de façon à montrer que la transition qu'on propose, elle ne mène pas vers le chaos, mais elle mène vers une vision qu'on peut partager. Voilà. Et même, par contre, le changement, lui, il peut être, à mon avis, brutal une fois qu'on a effectivement eu les éléments déclencheurs et qu'on a préparé avec une vision et une organisation. C'est ça mon idée. Je voudrais citer Janet Bill et son époux Murray Bookchin. Ils ont dit les révolutionnaires doivent cesser de croire que les institutions révolutionnaires pourraient se former après la révolution ou même au cours de l'insurrection. Au lieu de cela, les révolutionnaires devraient commencer à créer des institutions révolutionnaires dès maintenant. Voilà, donc il faut qu'on s'organise. Et justement, je suis dans un mouvement qui s'appelle Gouvernant, qui promeut de faire des assemblées locales, mais aussi nationales, avec un logiciel qui s'appelle Decidim, qui est gratuit, pour que les gens s'organisent. Voilà. Ça rejoint aussi ce que disent les zapatistes, hein. Ils disent votez, ne votez pas, on s'en fout, mais organisez-vous. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, toi, tu envisages une transition qui soit plutôt abrupte, à ce que tu vois, hein. Je Par pense le qu'il y aura une biais, préparation qui... par le biais Pardon? d'une révolution, par le biais d'une révolution, un petit peu comme les zapatistes qui revendiquent un territoire. Les zapatistes sont préparés pendant 10 ans. Donc, je pense qu'il y a une phase de préparation et ce qui est à peine ébauché, je pense. On a une ébauche de vision, mais on n'a pas encore suffisamment d'organisation. Les gens ne sont pas organisés. Et il y aura un élément déclencheur, je pense, et après, la transition pourra se faire rapidement. Mais la préparation, on est encore dedans, quoi. D'accord. Alors moi, de mon côté, pour présenter ma vision, je pense qu'il y a déjà deux points essentiels à considérer. C'est qu'il y aura une partie de la population. Moi déjà, je vois pas la transition de notre monde actuel au monde entier, en quelque sorte. Pour moi, c'est complètement irréaliste de penser que la transition va avoir lieu directement dans le monde entier. Elle aura lieu déjà dans un territoire, sur un territoire. Par exemple, on peut penser à une région comme la Nouvelle-Calédonie qui demande son indépendance et
qui font l'expérience d'une société sans argent. On peut penser à la Guadeloupe, on peut penser à un État d'Afrique. Donc déjà, pour moi, il est beaucoup plus réaliste de croire que ça sera un petit territoire qui passe dans une société sans argent. Donc à partir du moment où la transition elle a lieu dans un territoire, il faut que ce territoire, et pas dans le monde entier, ce territoire, il faut qu'il garde des relations avec l'étranger. Forcément. Donc là, ça pose d'autres problèmes parce que il va falloir commercer avec l'extérieur, faire des échanges pour arriver à une balance commerciale. Mais surtout, il faut que les citoyens de ce territoire puissent aussi sortir, voyager. Et ils vont pas, comme en Corée du Nord, où plus personne ne peut sortir et plus personne ne peut rentrer. Ou comme au Japon, il y a 200 ans. Donc, il faut de l'argent pour que les touristes, même étrangers, viennent au sein de ce territoire. Il n'est pas question que les gens prennent ce qu'ils veulent. Ça pose tout un tas de problèmes. Donc forcément, c'est pour ça que moi, je vois déjà cette première difficulté, ça se passera forcément sur un territoire, pas dans le monde entier. Donc il faut garder une monnaie. Pour moi, il faut garder une monnaie. Les résidents de ce pays auront accès à cette monnaie comme des bons d'achat qui leur permettra d'échanger. Il y aura toujours des prix. Et les étrangers ou les personnes qui refusent ce système pourront aussi bénéficier. Parce que la deuxième difficulté, c'est que des gens, forcément, ne voudront pas d'un système sans argent. Alors, si on prend par exemple la France, il y aura au moins 30 ou 40 millions de personnes ou de raisons que des gens refuseront le système pour tout un tas de raisons. Donc à ce moment-là, comment on fait? Voilà, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on va pas les déporter. Là, tu parlais de quand il est inhumain, évidemment, de mettre les gens en prison. Donc comment on fait? Si la transition se fait que dans un pays, et pour moi, il est plus réaliste que ça se passe dans un pays. Comment on fait déjà? Et ensuite, comment on fait avec les gens qui voudront pas de ce système-là? Parce que pour moi, la réalité actuelle, c'est qu'il y a 3 catégories sociales. Il y a ceux qui sont locataires, qui ont moins de 100 000 euros, on va dire, qui sont locataires. Eux, ils ont toutes les raisons de vouloir vivre dans une société sans argent. Ils n'auront plus de loyer à payer et tout sera bien. Ensuite, il y a les propriétaires d'un logement. Eh ben, s'ils gardent leur logement à vie et peut-être si leurs enfants gardent un droit d'usage sur leur logement, ils n'ont peut-être pas de raison de ne pas passer sur un système sans argent. Par contre, on a la troisième, donc on dirait que cette deuxième catégorie de personnes possèdent une fortune, on va dire, de 100 000 à 1 million d'euros. Ils sont propriétaires de leurs biens. Si on leur garantit, après la transition, qu'ils peuvent garder leurs biens et que leurs enfants, éventuellement, pourront hériter de leurs biens, il n'y a pas de raison qu'ils refusent. Par contre, il y a la troisième catégorie de personnes qui sont les propriétaires, des locataires, qui sont peut-être propriétaires de plusieurs biens, d'entreprises, de terrains, de murs commerciaux. Eux, ils n'ont pas de raison de vouloir accepter. Donc, comment on fait? On les déporte? Comment on fait avec ces gens-là? Donc, c'est pour ça que moi, la transition, pour qu'elle soit réaliste, il faut penser à tout ça. Moi, je suis pour une transition qui favorise tout le monde et qui ne défavorise personne. C'est valable aussi pour cette troisième catégorie d'individus, à laquelle j'appartiens, personnellement. Donc, je suis pour un monde sans argent, mais je suis appartiens à cette troisième catégorie. Ça peut exister aussi. D'accord? Donc, il faut que ça favorise tout le monde. C'est pour ça que moi, je vois une transition en 3 étapes, en quelque sorte. Une première pré-étape, qui est la création, comme j'ai parlé au tout début de l'entretien, c'est un groupe de personnes qui s'organisent pour financer des commerces, des commerces alimentaires, toutes sortes de commerces, et 100% des profits engrangés par ces commerces. Donc moi, je pense à des magasins bio participatifs, par exemple, ou toute forme de commerce, 100% des profits de ces commerces vont vers la gratuité, vont vers des actions de l'achat de terrain, vont pour créer des lieux, expérimenter la gratuité et avoir du financement pour créer des films, parce qu'il nous faut faire un long métrage, des courts métrages qui montrent la réalité d'une société sans argent. Il faut le financer, tout ça. Donc la pré-étape pour moi, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent pour ensemble trouver des sources de financement pour créer des films, pour acheter des terrains, pour expérimenter la gratuité dans des écolieux, et que ces écolieux soient des lieux de production alimentaire et enfin de distribution dans ces magasins bio participatifs. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est des gens qui se réunissent pour créer du financement pour avancer ensemble ensuite. C'est vrai que si on était, par exemple, 2000 personnes et qu'ensemble, on avait, admettons,
On peut rêver, hein. Admettons 20 magasins bio dans toute la France, simplement 20, on va générer des millions d'euros. Et ensuite, ces millions d'euros, ça nous permet de faire des festivals, d'inviter des têtes d'affiche comme Trio, Bernard Lavillier, etc., autour du thème de la gratuité. Si on a les sources de financement, on pourra déjà avancer. Sinon, on n'avance pas. Voilà, donc c'est ça, c'est comment on fait pour trouver l'argent, pour ensuite acheter des terrains, créer des lieux, produire agricole, vraiment créer ces lieux, et ensuite toute la production agricole pourra aller vers les magasins bio, par exemple, qui distribueront. Donc ça, pour moi, c'est créer des sources de financement pour avancer, et ensuite la production et la distribution des biens pour créer de l'argent. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça, par exemple? Est-ce que vous seriez partant, hein, c'est pas un appel, hein, c'est pas du positif, mais est-ce que vous seriez partant, par exemple, pour vous investir, pour trouver des sources de financement, pour ensuite peut-être acheter des terrains ou faire un film où ça vous parle pas du tout, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si vous souhaitez prendre la parole rapidement, Moi, on a démarré. pour répondre Oui, Guillaume? à une des interrogations qui est l'attractivité du projet, parce que vous avez tous bien souligné à un moment donné que qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'en veulent pas, hein, de ce monde sans argent. Il est évident qu'il faut démontrer que non seulement la transition vers ce monde-là permet un plus grand confort, mais en plus de ça, ce confort est même supérieur à celui dont bénéficient les plus riches d'entre nous. Ça paraît difficile, hein, à mettre en place, mais la seule façon de pouvoir démontrer ça, on y retourne parce que c'est malheureusement pour moi le nerf de la guerre, c'est la technologie. Parce que c'est la technologie qui nous a fait sortir de nos caves et qui nous a permis d'avancer et d'avoir des choses plus solides et plus résistantes. La technologie qui permet donc de multiplier les choses que l'on produit et d'améliorer leur qualité. Et la technologie qui permet aussi de nous mettre en sécurité. Il faut à un moment donné pouvoir faire rêver les gens évidemment à une vie meilleure. C'est la seule façon dont on obtiendra une adhésion massive. Et pour pouvoir le faire, il faut développer des nouvelles technologies, il faut développer des nouvelles choses à montrer, des nouvelles manières de produire l'énergie qui soient radicalement différentes et améliorées par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est pas se projeter dans un monde qui serait à la Star Trek, pas tout de suite évidemment, parce que non, c'est utiliser la technologie d'aujourd'hui, mais appliquée de manière plus rationnelle. Aujourd'hui, on sait que les technologies que l'on applique dans notre quotidien ne sont le fruit que d'une décision politique et décidée, motivée par des forces de l'argent. Parce que ça correspond à une réalité industrielle, parce que ça correspond aux intérêts de ceux qui ont déjà le pouvoir et l'argent, mais pas parce que ça correspond à une meilleure utilisation de la ressource. Si on prend, je ne sais pas, l'énergie ou même l'agriculture, on sait que la manière dont c'est géré aujourd'hui n'est pas optimisée, c'est uniquement optimisé pour mettre plus en confort encore ceux qui en ont le contrôle. Donc si Donc, tu toi, veux... tout à l'heure, Guillaume, tout à Ouais, l'heure, pour te couper, tout à l'heure, tu voyais une transition à travers la création d'une ville modèle ouais, sans argent. C'est ce que tu as dit ouais, tout à fait, au début de tout à vidéo, hein. fait, Et toi, tu voyais, grâce à un mécène, un milliardaire, qui tout va à fait. financer cette ville. Voilà. Moi, je trouve ça, j'aimerais bien qu'un milliardaire le fasse, mais à mon avis, le milliardaire, lui, il est milliardaire, donc il n'a pas de raison de le faire. Ça Je veux peut dire, à exister. moins d'être, voilà. Aujourd'hui, il n'y a Et pas de donc, c'est candidat, on pour est ça que d'accord. ma vision, c'est pourquoi pas un groupe de personnes. C'est bien ce que j'ai exposé avant, hein. On va pas repartir sur la technologie. À moins qu'un petit génie, alors moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'un petit génie crée un nouveau Facebook, génère des milliards, comme l'a fait Zuckerberg, et qui consacre cet argent vers la création d'un lieu sans argent. Ça, je le souhaite vraiment. Ou qu'un groupe de personnes crée un nouveau PayPal, par exemple, ou un nouveau Booking.com, ou un nouveau Airbnb, Abritel, qui sont que des sites Internet qui génèrent des centaines de millions d'euros toutes les semaines, Il j'ai n'est envie de pas dire. impossible que ça arrive. C'est Simplement, ça, ce n'est pas encore le cas c'est- aujourd'hui. Il parce n'est que pas impossible que ça arrive et que pour cette créer ces villes personne-là, sans argent, providentielle, se pour créer présente. cette ville sans argent, il faut de l'argent. Donc, Tout à comment on fait. fait pour trouver cet argent Et d'une et manière pratique, d'une manière pratique? ouais, mais il faut d'abord s'y préparer. Donc, c'est ce qu'a fait Fresco toute sa vie, c'est qu'il a préparé des plans. Il a préparé, ce qu'on voit Oui, dernièrement, il mais a Fresco, il préparé est quelque chose mort. d'attractif. Il est Oui, mort, mais Fresco, il est mort, donc on il a s'en pu le fout. faire dans sa tombe. Nous Donc, aussi, on va être morts et ce ne sera pas qu'est-ce arrivé. que tu penses, toi, de ce que j'ai dit juste avant, de cette Je idée dis que c'est de bien, collectif qui se crée mais pour c'est très bien. essayer de trouver de l'argent, de créer de l'argent pour consacrer Mais 100% c'est des très bien. Il profits ne faut pas décourager sur l'initiative. pour financer des projets collectifs, parce que sinon on n'avance pas. Pour faire un C'est film, bien. par exemple. Oui, Eric, justement, tu participes à un commerce participatif à Paris, hein, où Oui, tu travailles abs- quelques heures par semaine. Qui
est le boss, en quelque sorte, de ce commerce, par exemple? Il y a pas de boss, il y a un conseil Pas de d'administration, boss. mais il n'y a pas de boss, hein. On peut tous faire partie du conseil d'administration et si on veut donner plus de temps. Et les candidats ne se bousculent pas parce que ça prend du temps. Mais c'est une expérience très intéressante parce qu'effectivement, on travaille gratuitement 3 heures par mois, en échange de quoi on peut acheter les produits. On est à la fois employé et client. En fait, on ne fait pas du travail bénévole, on fait du travail non marchand. On a démarchandisé en partie le commerce. Et si on ne travaillait pas seulement 3 heures par mois, mais à mon avis 10 ou 15 heures par semaine, je pense qu'on pourrait avoir les besoins de base gratuits. Parce qu'en fait, c'est ça. Si on veut proposer la gratuité, il faut produire ces besoins de base. Il faut produire l'alimentation, il faut produire l'eau, les logements, tout ça. Donc, à mon avis, dans la transition, il faudra mettre en place des coopératives comme la caravane où je travaille 3 heures par mois, des coopératives qui produisent les besoins de base. C'est ce que font les apatistes. Les apatistes, là-bas, vraiment, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'autonomie. Il faut produire les besoins de base pour être autonome de façon à pouvoir les proposer gratuitement. Voilà, donc à mon avis, ça, la transition devra rapidement mettre en place des coopératives pour tout, hein, de façon à pouvoir. C'est bien ça que je parle, justement, je parle uniquement ça. Alors, par exemple, par rapport à la coopérative dans laquelle tu travailles, qui gagne de l'argent quand même là-dessus? Parce que l'ensemble des bénéfices, alors les personnes ont des réductions sur des biens, d'accord, on y travaille, mais qui, sur les bénéfices, qui gagne les bénéfices? Et Il n'y a pas de que font les bénéfice. personnes de ces bénéfices? Bah, il Il y a n'y a pas de forcément des bénéfice. bénéfices. Elle gigole beaucoup, je suis désolé. Il n'y a pas de bénéfice. En fait, il y a seulement 20% de marge qui sert à payer le loyer et un salarié. Voilà, donc il y a pas s'il y a de l'argent à la fin de l'année, il est réinvesti dans la caravane pour, par exemple, faire de nouvelles étagères, acheter un nouvel aspirateur. Donc il n'y a pas de bénéfice. Euh, Moi, et j'avais entendu parler de deux commerces participatifs. J'avais vu un reportage à Paris, géré par deux Américains. Donc, c'est le même système. Des bénévoles qui travaillent quelques heures par semaine et qui ont des réductions. Ils génèrent un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an ah avec oui, deux magasins. c'est la Louve, sûrement. La Louve, c'est le Voilà. premier Donc là, magasin. on parle d'argent. Je veux dire, on a deux magasins participatifs où les Américains empochent 50 millions de chiffre d'affaires, hein, pas brut. Oui, Donc, ah oui. si, en prenant ce modèle-là, en multipliant par 20, on aura peut-être de l'argent pour créer un lieu sans argent qui serve de modèle, pour reprendre les idées de Guillaume, sans attendre par de mécènes. La force du magnifique peuple qu'est les Juifs, hein, actuellement, qui dirige pratiquement toutes les banques, toutes les grandes entreprises, hein, ce magnifique peuple, c'est qu'ils ont tout compris. Ils s'achètent pas au détail. Ils créent des commerces, comme ça, ils ont tout en gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est de comprendre que la voie pour gagner de l'argent et de vivre d'une manière gratuite, d'une certaine manière, c'est de créer des commerces. Moi, mon idée, c'est que 100% des bénéfices, 100% des bénéfices, à côté du travail que ça accorde aux gens qui travaillent, ça leur donne du travail, des gens, aux gens qui participent, 100% des bénéfices aillent à des projets post-monétaires comme des films, comme l'achat de terrain, et on peut en parler. Ça, c'est vraiment cette idée-là, qui est déjà une première stratégie. C'est comment on finance cette idée Mais Yann, post-monétaire vous pour vous rendez sortir du compte que rêve de papier. si c'est effectivement efficace, si ça donne quelque chose qui commence à engranger de l'argent et de l'influence, tu te rends compte qu'à partir du moment où cette influence va exister, tu seras écrasé. Parce qu'il y a trop de gens qui ne veulent pas de ça et qui sont déjà aux commandes et qui ne laisseront jamais ce genre de choses se développer. Parce que si ça se développe et que ça a du succès, ça mettrait en danger leur art de vivre. Donc jamais tu y arriveras. Tu te retrouveras Ben moi, je écrasé. pense pas. Mais Non, tu le parce que penses c'est pas peut-être, complètement mais c'est ce qui légal. se passera. Mais non, Mais parce que c'est illégal, dans les... évidemment. Mais c'est même pas une question de ça. C'est la légalité, on s'en fout, ils la font. La légalité, elle est faite à partir du moment où on a envie qu'elle existe. Si tu veux rendre légal l'euthanasie, ils vont le faire à partir du moment où c'est leur idée. Donc ne te préoccupe pas de ça. Non, Mais mais sois je te certain d'une chose, rassure, c'est en que France, non, dès que non, tu mais auras de en l'influence, France, tu seras écrasé. non, 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 excuse-moi, en France, si tu souhaites Tu le verras. créer, si en France tu souhaites créer une chaîne de magasins Noroto ou de quoi que ce soit, ou si tu souhaites ouvrir une entreprise en ligne de produits de vente de musique ou de billets de voyage, tu le fais demain, et tu crées ton entreprise, Et et bien point évidemment. barre. C'est Bien évidemment, complètement légal. tant Voilà. que tu te Il y a- contentes de jouer avec les règles du jeu qui est leur jeu. Mais si tu commences à vouloir mettre en place un réseau d'influence sur du post-monétaire, ils ne te laisseront pas faire. Jamais de la vie, ils te laisseront faire. C'est comme les mecs qui veulent sortir de l'Europe. Tu crois peut-être qu'on va les laisser en parler à la télévision aux 20h?
jamais de la vie, parce que ça mettrait des gens à changer d'idée, à se dire, ah, peut-être on peut sortir de l'Europe, et ça ne marchera pas, c'est un exemple. Hein. On ne te laissera pas propager ces idées-là, parce qu'elles ne vont pas dans le sens du poil. Et le poil, c'est le leur. Okay, ceux qui sont déjà au pouvoir aujourd'hui. Ils ne laisseront pas ce genre Alors d'idées justement, subversives se développer. moi je suis pas du tout d'accord parce qu'à ce moment-là on avance pas. Mais justement, comme tu parlais de poil, moi je te parle de Godin, le poil Godin, hein, pour faire un petit clin d'œil à Godin. Bah, Godin qui était un grand industriel, hein, qui était la personne qui a découvert les cheminées Godin, hein, qui existent en Clément, et qui a consacré tout. Donc c'était un homme d'affaires, un industriel qui a créé les familles Lister, hein, qui étaient des écolieux en avance sur leur époque, hein, qui ont terminé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui existait encore il n'y a pas longtemps, et lui a consacré tout l'argent de son entreprise, il y avait des centaines de familles même qui habitaient, vers des projets. Aux États-Unis, en Angleterre, on a eu Robert Owen, qui était un homme d'affaires aussi, qui a généré des millions de livres sterling à son époque et qui a créé des écolieux en Amérique. Donc voilà, moi, ma Très bien, vision, mais à c'est quel quelque moment part, ça a mis en danger le système existant? Jamais. profitons du système de l'argent. On a besoin d'argent. Est-ce que tu ne penses pas, par exemple, que de faire un film sur comment on vit dans un monde sans argent ou des courts-métrages permettrait déjà de promouvoir l'idée d'un monde sans argent? Tu vas me dire oui. Donc, comment on Évidemment fait que je pour vais le dire oui. financer, ce film? Si tu nous mets une tête d'affiche, Anne Parillo ou Marion Cotillard, qui est très ouvert à Pierre Rabhi, et par exemple, bah, Lana, elle a un agent, il faut que tu la payes. Si tu lui balances 1 million d'euros à son agent, etc., elle va accepter de bosser pour toi. À partir de là, tu Bien le sûr. fais ton film parce que tu as une tête Mais, d'affiche. mais Simplement, tout ceux ça, qui bloquent, ça reste. bah non, simplement, mon idée, c'est toujours, c'est une stratégie. Hein, moi, je parle d'une stratégie réaliste pour avancer, pour la promotion et la transition, qui est là, je développe simplement la première étape. C'est déjà, réunissons entre nous, créons un mouvement, un collectif, pour trouver des sources de financement qui nous permettent de créer des festivals de musique, de payer les musiciens, des films, et déjà du terrain pour vivre ensemble, et là je rejoins complètement Pierre, pour expérimenter un monde sans argent. Là, moi, ça me semble, déjà, il nous faut de l'argent, malheureusement. Donc, Jimmy, tu souhaites dire quelque chose? Oui, par rapport à ce que tu proposes, moi je suis assez partagé. Je serais plutôt pour parce que ça va dans le bon sens. Maintenant, il n'y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de temps et d'inertie dans la construction du projet avant de se faire tirer dans les pattes. Donc, il faut commencer par quelque chose de puissant. C'est pour ça que la force politique et l'étalement d'un programme, la mise en place d'un programme est plus efficace. Le, Ce projet que tu proposes, alors c'est une belle plaquette publicitaire, c'est très bien, mais je suis toujours un doute par rapport aux écolieux. L'avantage, c'est que ça peut quand même générer un petit peu d'argent pour aller plus loin dans le projet, mais ça va convaincre, tu parlais des 3 catégories de personnes, ça va simplement conforter la première catégorie, mais les deux autres verront toujours ça comme un projet de hippie ou quelque chose de farfelu. Donc, le, la mise en place les avancées politiques sont, à mon sens, plus efficaces, ce qui n'empêche pas, bon, alors, je ne m'impliquerai pas dans les écolieux, mais je vois ça d'un œil assez neutre et pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, parce qu'il y a une différence d'échelle, en fait, entre une application globale, parce que moi j'aimerais bien que ça soit, on parle d'un pays, moi comment dire, le monde postmonétaire, la société postmonétaire, je la verrais bien commencer en Europe. Bon, si c'est la France, c'est déjà bien, mais alors, quelques spots comme ça, par-ci, par-là, pour moi, j'ai du mal avec cette idée. Ceci dit, pour reprendre l'idée de ville post-monétaire, euh, les milliardaires on fait le tour on fait le tour de la question hein, de la monnaie. Maintenant, pour se divertir, il n'y a plus qu'à manger la monnaie, en finir avec la monnaie. C'est un raisonnement qui arrivera. Hein. Il y a déjà des milliardaires qui sont positionnés sur cette idée d'un monde d'autre chose. Les milliardaires bataillent pour avoir une plus grande originalité. Et on a vu qu'il y a en Arabie Saoudite une ville qui va être construite. Alors, elle n'est peut-être pas post-monétaire, mais déjà, cette échelle-là, non pas un écolieu, mais une ville, c'est déjà une caprice de milliardaire qui peut arriver. Caprice suivant à venir, ben, ça sera quelque chose dépourvu de monnaie. Je pense et j'espère. Voilà.
Alors, par rapport à ce que tu dis, toi, tu parles, et après je donnerai la parole à Thierry, toi, tu vois donc la transition politique, mais alors, le mouvement politique, comment tu fais pour le financer? Voilà. Parce que moi, c'est la deuxième étape. En fait, c'est la première étape, c'est un mouvement politique. Donc, je te rejoins complètement, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement parler d'une pré-étape tout à l'heure, Oui. hein. J'ai parlé de la pré-étape qui est de créer une source de financement. Voilà, il nous faut de Alors, l'argent pour créer un mouvement politique et pour faire des films, pour y aller. Hein, c'est ça, hein. Jusqu'à présent, j'ai rien oui, entendu pour comment on fait pour financer ce mouvement politique et les oui, films et tout ça. J'ai rien entendu de votre part, hein. Donc, oui, comment très bien. toi tu Alors, fais pour financer ton parti politique? Parce qu'il faut quand même des moyens. moi, pour moi, c'est se présenter avec de tout petits moyens, à l'image de tout petits candidats qui ont pu se hisser arriver sur la ligne de départ. Donc déjà, très peu de moyens. D'ailleurs, ça sera même une signature par rapport à nos idées, c'est-à-dire d'y parvenir sans trop de moyens. Ceci dit, il en faut quand même un peu, mais à échelle de modeste, hein, de bourse, comment dire, catégorie moyenne, Donc, hein, pas, à combien une levée de fonds, une levée de une fonds levée de, pour commencer? une Ouais. levée de fonds à 50 ou 100 000 euros. On va à l'essentiel avec comment dire, des vidéos, des explications. Je préfère créer la surprise avec très peu de moyens plutôt que avoir trop de moyens dès le début et raconter des choses qui permettent en fait euh, aux adversaires d'aiguiser leur couteau. Donc, c'est Donc, les 100 arriver 000 là. euros, comment tu fais pour les avoir? Franchement, je ne sais pas, mais je sais simplement que c'est pas, on n'est pas on n'est pas à un niveau milliardaire ou quoi. 100 000 euros, une levée de fonds, ça peut marcher, mais euh, là, Ouais, faire des ouais. vidéos, essayer de toucher le plus grand nombre, faire un site, aller sur Mais les forums. alors moi, j'ai envie de te dire, si par exemple vous étiez 5 ou 6 dans ta région à Cannes, vous montez un restaurant participatif qui marche super bien, et 100% des profits de ce restaurant, en 2 ans, tu as tes 100 000 euros et qui tombent tous les ans, tes 100 000 euros. C'est pas une bonne Alors, solution? oui, sur le papier, oui, mais en réalité, on peut. Plutôt que de La demander des plupart des adhésions gens, à quelqu'un? non, non, les gens n'aiment pas ça. On parle Bah, ils vont d'économie. au restaurant, les gens vont manger au restaurant. Non, non, Les gens vont manger au restaurant, c'est tout, hein. les Ils gens sont veulent contents pas de que manger au restaurant. oui, mais ils veulent pas que leur argent soit en réalité parte dans le financement d'une candidature. Oui, ça C'est peut être un restaurant ou autre même, chose, hein, c'est pas... non, mais même, je veux dire, on paye pas quelque chose pour. Tu sais, quand on va au supermarché, on peut cliquer pour faire un don contre le cancer, c'est comme ça. Je sais pas si vous avez vu, des fois, on peut rajouter quelques centimes. Ce sont des grandes causes. Maintenant, si les gens leur apprennent que ils vont faire leurs courses ou acheter quelque chose et qu'en fait, ça finance la candidature de quelqu'un pour les présidentielles, ça passera jamais, même s'ils sont d'accord avec les idées. Donc, mais ceci dit, c'est un moyen de financement intéressant, mais je préfère quand même lever de fonds et y aller avec des moyens très réduits. Faire des vidéos et puis arriver. Ce qu'il faut, c'est simplement de l'humain, c'est-à-dire et du réseau. S'il y a une centaine, Voilà. 200, 300 personnes qui sont d'accord pour une candidature à la présidentielle, eh bien ces gens-là prennent leur bâton de pèlerin, ils vont solliciter les maires partout en France avec une plaquette, avec une explication, et puis ça prend ou ça prend pas. Et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Et ensuite, si on est sur la ligne de départ, bah, tant mieux. On verra. On a vu des petits candidats, hein, je sais pas, Jacques Cheminade ou des gens qui des idées complètement différentes, hein, mais qui ont été tout petits, qui ont réussi à se présenter quand même. Donc, tout, Alors, tout- oui. Alors, on a vu Pierre Rabhi, hein, je vais donner la parole à Thierry Long. Il y avait Pierre Rabhi, moi que j'aime beaucoup, qui avait, avec son mouvement L'Insurrection des consciences, en quelques mois, d'une manière complètement spontanée, avait un réseau, a constitué un réseau dans la France entière. Des gens sont allés voir les maires. Et il a fait 134 signatures de maires en l'espace de 2 mois. Avant, mais c'était que 134, mais ça a été d'une manière complètement spontanée. Par contre, c'était quand même Pierre Rabhi et qui avait déjà un réseau. Donc je te rejoins tout à fait, on peut y arriver. Après, avoir 500 signatures, là on est encore sur autre chose. Hein, la réalité politique, ça serait d'ailleurs un sujet en lui-même. Est-ce qu'il est possible politiquement, sachant les réseaux de pouvoir, de police politique, de services de renseignement, de loges maçonniques, vraiment les réseaux de pouvoir qui sont au-delà des hommes politiques, qui sont simplement des acteurs. Est-ce que, voilà, mais il faut une véritable force populaire. Je pense que c'est possible. Thierry, tu souhaites prendre la parole? Et je suis curieux de connaître les deux autres étapes que tu imagines.
Les miennes, moi que j'imagine, Oui. l'après-étape, en quelque sorte, c'est simplement de financer, trouver des sources de financement des gens qui se réunissent. Hein. C'est la pré-étape, en quelque sorte. Ensuite, la première étape, là, je rejoins complètement Jimmy, ça passe par les élections électorales. Voilà, donc on a en quelque sorte cette première étape qui continue avec le développement de commerce participatif en ligne, hein, ou en mobilier, hein, en lieu. Donc des gens qui se réunissent, on a ce développement-là avec des achats de terrain, par exemple. Et ensuite, on passe à la première étape, élection présidentielle, hein, et à partir de là, un premier mandat avec un maximum de gratuité. Donc c'est exactement les mêmes idées que Jimmy, hein. Gratuité des transports en commun, hein, donc comme idée de programme, gratuité des transports en commun jusqu'à un certain rayon, gratuité de l'eau et de l'électricité, comme l'avait proposé Eric, jusqu'à un certain quota, hein, et ensuite construction de maisons de retraite à petit prix, hein, parce que c'est un scandale. Donc voilà, c'est vraiment des mesures socialistes, hein. Voilà. Donc, et comment on finance cette gratuité? Parce que c'est ça la grande question. Comment on la finance? Gratuité des MJC aussi, par exemple. La création d'une chaîne de télévision nationale pour discuter de choses. Comment on finance cette gratuité dans la première étape? Par la mise en place de commerces gérés par l'État, de biens alimentaires sur l'ensemble du territoire et de l'ensemble des biens et services. Donc, d'une manière concrète, l'État, en fait, crée ces commerces. Vous descendez de chez vous, par exemple, vous avez le choix entre aller à la supérette Casino ou à Carrefour ou pour acheter, ou à l'épicier du coin pour acheter vos biens alimentaires, ou vous pouvez aller dans une supérette gérée par l'État qui va vendre exactement le même nombre, la même chose de biens. On va dire une supérette, on va dire Soleil, où vous allez acheter votre beurre, votre vin, voilà, ce qui est produit par l'État dans ces écolieux est ensuite distribué. Et ça, par exemple, en France, des supérettes Casino, il y en a 15 000. Voilà. Ils font 40 milliards, un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros. Carrefour fait un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros par an. D'accord? 100 milliards d'euros officiels. Hein. Je ne parle pas du black qu'ils font derrière. C'est probablement le double. Hein, on est d'accord. Donc déjà, on voit que la gratuité dans cette première étape, après une élection présidentielle, peut être largement financée par des commerces gérés par l'État d'absolument tout, alimentaire, mais ensuite ça peut être toutes sortes de métiers. Ça peut être un bricomarché participatif. Vous avez le choix. Donc on voit que là, ça peut être un coiffeur. Vous pouvez tout à fait aller chez le coiffeur et puis vous faire couper les cheveux. Et puis le coiffeur devient en fait un fonctionnaire. Voilà. Et ça, on voit qu'en fait, le système marchand se dédouble avec une économie parallèle dans ce système-là. Et les gens, le public, a le choix entre acheter leurs biens comme ils le font. Ceux qui refusent le système peuvent continuer à vivre dans le système qu'ils vivent actuellement. Ils vont aller à Carrefour, ils vont s'acheter une Mercedes, ils vont prendre. Ça ne change rien pour eux. Par contre, l'État va rendre fonctionnaires, en quelque sorte, les fonctionnaires actuels et aussi tout un tas de métiers qui sont des travailleurs indépendants vont pouvoir devenir fonctionnaires. Voilà. Et tout l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, de ces nouveaux métiers en quelque sorte, de ces nouveaux commerces, vont financer la gratuité et vont donner envie aux gens. Parce que imaginez que vous-même, vous soyez par exemple garagiste, d'accord? Alors le patron, lui, il a, on va dire, 3 employés dans le système actuel. Ça peut être un garagiste, ça peut être un vendeur, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être un épicier. Le patron, il a la tête pleine de charges, il faut qu'il paye ses charges, il faut qu'il paye, il va peut-être choisir de travailler pour l'État, en quelque sorte de devenir fonctionnaire et toucher un salaire tous les mois, simplement pour se vider la tête. Voilà, pour lui, il aura un salaire tous les mois. Et l'argent géré par ces commerces iront dans l'État, pas dans les poches privées du système marchand actuel. Parce qu'actuellement, les fonctionnaires, c'est l'administration, la police, c'est l'éducation et la santé. C'est pas le domaine marchand. Or, moi, ce que je propose, c'est pas comme Marx l'a souhaité de nationaliser l'ensemble de la propriété privée. Voilà, c'est ce qu'il a fait à travers Lénine et Mao, c'est ce qu'ils ont fait, pour ensuite passer à une économie sans argent. C'était le but du marxisme. Mais moi, ce que je propose, c'est pas de nationaliser l'ensemble de la propriété privée, parce que je me mets à la place des gens
et la plupart des gens vont refuser, c'est en quelque sorte de créer un système hybride où les gens auront toujours le choix d'acheter des biens ou de travailler dans le privé, comme ils le font maintenant. Gérard, qui est vendeur à la Fnac, il pourra continuer à être vendeur à la Fnac. De l'autre côté, ça va être de dédoubler le système marchand, où 100% des profits gérés par cette économie parallèle ira dans les caisses de l'État et pas simplement dans les poches d'actionnaires privés. Donc ça, c'est vraiment la première étape que je vois. C'est en quelque sorte de dédoubler le système. Et comme je dis, si on prend par exemple un employé qui est mécano, il a le choix, lui, soit il continue à travailler pour un patron, voilà, soit il continue à travailler pour des multinationales, on va dire comme Neuroto, donc il est tenu par son job, il a son supérieur hiérarchique, il ne travaille pas, il va peut-être avoir envie de se mettre de travailler pour l'État et d'être mécano pour l'État, il touchera 2 000 € par mois, et simplement, voilà, il rentrera. Donc c'est vraiment cette notion de nationaliser une partie de l'économie. Les gens auront le choix. Est-ce que toi, t'es coiffeur, ou toi, t'es mécano, ou toi, t'es architecte, ou toi, t'es médecin, ou t'es dentiste, est-ce que tu préfères, toi, payer des charges et t'étouffer la tête à travailler 40 heures, ou est-ce que tu préfères pas travailler, être salarié de l'État, être fonctionnaire en tant que dentiste, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le moment, hein, être assommé de charges à bosser 50 heures par semaine, ou alors tu préfères peut-être travailler que 20 heures et tu touches 2 000 à 3 000 € par mois. Et donc, on voit que ce double système marche. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, avec l'accord de la population générale, excuse-moi Pierre, je continue, la deuxième étape, pour finir ma transition, c'est la création d'une monnaie complémentaire. En fait, c'est pas une monnaie, c'est un système d'échange alternatif. On va dire que c'est comme des bons d'échange. C'est-à-dire que les gens qui souhaiteront qui vont refuser de changer de système, ils continueront dans le système actuel. Voilà. Ils continuent. Ils veulent avoir des commerces. Voilà. Par contre, ce sera un système avec la création de cette monnaie. C'est-à-dire qu'on aura un téléphone, on aura toujours un compte en euros et on aura aussi un compte en une autre monnaie qu'on peut appeler soleil, on peut appeler ce qu'on veut. On peut l'appeler crédit ou ce qu'on veut. Voilà. Et donc, les fonctionnaires, et donc on voit que les fonctionnaires seront aussi des personnes qui travaillaient dans le système marchand, eux ne toucheront pas des euros, ils toucheront cette monnaie complémentaire. On va dire le crédit, on va dire un bon d'échange. Voilà. Ils vont toucher cette monnaie. Et l'idée originale du système, c'est quand les personnes souhaitent acheter un bien ou accéder à un service dans l'économie parallèle, qui va prendre de plus en plus le bien, la monnaie disparaît. Voilà. C'est-à-dire que si je vais chez le coiffeur, j'ai le choix moi-même d'une manière pratique. Soit je vais chez le coiffeur qui appartient à la société marchande et je lui paye en euros, je lui donne 15 € par exemple, et lui va toucher ces euros. Soit je donne 15 unités de valeur, on peut l'appeler soleil, à un coiffeur ou un mécano ou un magasin bricomarché ou de biens, je lui donne 15 € et cette monnaie, elle disparaît. Parce que le coiffeur, lui, il touche ces unités de valeur tous les mois sur son compte. Et ces unités de valeur, elles sont créées par l'État. C'est-à-dire que l'État, en fait, dans cette deuxième étape, donne le pouvoir à la Banque de France ou à la Banque centrale de créer de la monnaie, c'est ce qu'elle fait actuellement, mais donne le pouvoir de créer, le distribuer au peuple. Alors qu'actuellement, l'arnaque monétaire, c'est qu'uniquement les banques commerciales ont le droit de créer de l'argent à partir de rien, nex nihilo. Les banques commerciales créent de l'argent à partir de rien, et ce sont les seules sociétés qui peuvent distribuer l'argent avec des intérêts. Voilà, c'est l'arnaque. Et les banques centrales, la Banque de France, par exemple, a aussi le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien, mais elle n'a pas le droit de la distribuer au peuple. Donc la deuxième étape, pour moi, c'est de donner le pouvoir, et là c'est évidemment pas facile, parce que les banques vont s'y opposer, hein, mais c'est de donner le pouvoir à la Banque centrale de donner des crédits, de donner de l'argent, ces bons d'achat, c'est plus de l'argent, ce sont des bons d'achat, de donner ces bons d'achat au peuple, et ces bons d'achat, ils disparaissent. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir de là, on se retrouve avec une réalité où on a, par exemple, en pratique, on a Marc et Sophie. Sophie est fonctionnaire,
admettons qu'elle travaille comme dans l'administration, elle va toucher 2000 soleils, voilà, elle touche de l'argent. Avec ces 2000 soleils, elle peut voyager, les convertir en euros et partir à l'étranger, par exemple. On résout le problème d'une économie, voilà. Et elle peut choisir avec ces unités de valeur qu'elle reçoit sur son compte en tant que fonctionnaire, hein, elle peut choisir de les donner à des entreprises de l'État et à ce moment-là, cet argent disparaît. Ou elle choisit, elle a la liberté de consacrer ces euros à des sociétés privées du monde marchand actuel. Elle a cette double réalité-là. Voilà. Et petit à petit, on va voir dans mon système, et je vais terminer là, on va voir qu'en fait, la nouvelle économie, la deuxième économie, va prendre de plus en plus de poids. Et ensuite, la troisième étape, c'est le passage à une société sans argent du tout et sans moyen d'échange. Voilà, grosso modo, un petit peu la manière dont je vois les Les choses. gens qui veulent pas, dans la troisième étape, ils vont où? Les gens qui veulent pas du monde sans Eh ben, argent. on restera dans la deuxième étape. Ceux qui veulent vivre dans une économie sans profit continueront à vivre. Ça peut durer des décennies. Et ceux qui voudront rester dans cette économie, ils le feront. Mais on va voir que si tu t'interroges là-dessus, si tu réfléchis là-dessus, et je pense que j'écrirai des articles, tu verras que petit à petit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de petites et de moyennes entreprises qui en ont assez de payer des charges, qui préféreront travailler pour l'État. Simplement, actuellement, ils ne peuvent pas le faire. Tu peux pas être dentiste et fonctionnaire. Tu peux pas être commerçant et fonctionnaire. Il est là le business. À partir de là, on nationalise, en quelque sorte, l'activité humaine. Et 100% des profits, je le répète, vont vers la gratuité, vont vers le socialisme, et petit à petit, on passe à une société sans moyen d'échange et sans argent, quand l'ensemble de la population sera d'accord. Et moi, je vois plusieurs décennies, au moins. Voilà. Donc, si toi, tu veux vivre dans un système avec argent, tu y vis. Si tu ne veux pas, tu vis dans le système. Les gens ont le choix. Moi, je donne le choix aux gens. Voilà, Thierry, s'il te plaît. Oui, merci. De manière globale, il me semble que toutes les voies qu'on évoque ne sont pas du tout antinomiques et au contraire, elles se complètent, que ce soit la voie politique, la voie économique et la voie spirituelle. D'après moi, si on loupe une d'entre elles, le système sera déséquilibré. Et là, je reviens justement sur la voie spirituelle aussi, qu'évoquait Pierre, parce que quand j'imagine en fait m'apesantir d'abord sur une modification du système éducatif, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que de développer de nouveaux rapports à soi, aux autres et à la nature, à notre environnement, c'est-à-dire des rapports qui ne soient plus basés sur la domination, mais qui soient basés sur la coopération, l'altruisme, l'empathie, et plus généralement que je cristallise sous le mot de responsabilité, qui serait la pierre angulaire dans mon imagination d'un monde sans argent. C'est-à-dire que les gens soient pleinement responsables au sens très large du terme, c'est-à-dire de répondre, d'assumer, de répondre de leurs actes, mais aussi la responsabilité d'autrui, comme l'a développé Emmanuel Lévinas, là, un philosophe, c'est-à-dire d'être solidaire, d'être touché par l'avenir et par l'état d'autrui, des autres, et la responsabilité environnementale, qui a été développée par un autre philosophe, Jonas, dans la foulée, qui en fait sont des responsabilités qui ne peuvent certainement se développer que si se développe aussi, pour reprendre une expression de Pierre, notre niveau de conscience. Et je parlais de la psychologie humaniste de Maslow, avec tous ses besoins, c'est la pyramide. Pour lui, c'était un développement que transitoire, qui était encore égocentré, hein. Et derrière, il a développé la psychologie transpersonnelle, où là, il y avait une disparition ou une modification de la vision des égos dans un écosystème beaucoup plus large. Et en fait, ces transformations, en fait, ces transitions représentationnelles, idéales, idéologiques, spirituelles, euh, soutiennent ou sont soutenues par les changements qu'on évoque aussi, hein. Elles me semblent pas antinomiques, voilà. C'est ce que je voulais Tout à fait, rajouter. oui. Voilà. Eric, tu veux prendre la parole? Hmm. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai assisté la semaine dernière, j'ai participé à une table ronde sur l'argent.
et c'était avec des gens du centre médico-psychologique, parce que je suis suivi pour un trouble bipolaire et ils font des tables rondes, donc il y avait d'autres personnes qui avaient aussi des troubles psychologiques plus ou moins graves, hein. Et l'un d'eux a dit qu'il avait l'impression d'être dans un jeu truqué. Et c'est vrai, on est dans une sorte de grand Monopoly, hein. Et la règle du jeu, c'est l'argent. Or, ce jeu est truqué. Il faut savoir que 97% de l'argent ne sert qu'à spéculer. 97%. L'argent qui sert à acheter, c'est que 3%. Et y compris dans les boîtes du CAC 40, hein, les grosses boîtes comme Total, hein, ils utilisent l'argent, ils sont dans les 3% seulement. Donc, si on va sur le terrain de l'argent, on sera sur le terrain de l'adversaire, on sera sur le terrain du système, et on risque d'être pas les plus forts. Donc, l'argent ne sert qu'à gérer des flux, en fait, hein, des flux physiques de biens ou de services, hein. Donc, il faut organiser ces biens et ces services avec le moins d'argent possible. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'idée de faire des fonctionnaires qui produisent des besoins de base, c'est une très bonne idée. Les fonctionnaires, c'est une façon, effectivement, je pense qu'il faut aller vers des coopératives, comme les zapatistes. Ils font des coopératives pour produire des besoins de base, et là-bas, ils sont payés zéro, ceux qui travaillent dans les coopératives. Mais tout ce qui est produit est partagé entre tous. Donc, il faut essayer d'imaginer un monde sans argent et de voir l'argent comme une transition pour aller vers ce monde-là. Peut-être qu'au début, il faudra un peu d'argent pour commencer à initier la machine, mais il faut qu'à terme, ça marche sans argent et rapidement. Parce que sinon, on est sur leur terrain. Oui, tout à fait, pour rebondir sur ce que disait Thierry tout à Un mot l'heure. de plus. Oui, Un mot de Eric, plus. s'il te plaît. Oui. Comme a dit Greta Thunberg, on ne peut pas jouer avec les règles du système. Voilà, comme disait Pierre, Pierre tout à l'heure, il parlait du niveau de conscience, justement, hein. Et c'est pour ça que moi, je conçois une première étape où c'est vraiment de maximiser la gratuité, hein. C'est la gratuité, gratuité des transports en commun, ce qui est une révolution. On le voit comme dans la ville d'Aubagne, hein. Il y a un magnifique ouvrage qui parle de cette expérience, comment la commune d'Aubagne a mis ça en place à côté de Marseille, et la révolution que ça crée dans la tête des gens d'avoir les transports gratuits. Donc c'est ça, c'est vraiment sensibiliser l'opinion à la gratuité. C'est la première étape pour moi, la gratuité. Comment on la finance, la gratuité? Par ces magasins participatifs où les gens sont fonctionnaires et travaillent là-dedans, hein. Et, euh, voilà, donc c'est vraiment cette notion, voilà, de gratuité et qui va déjà commencer à éveiller les consciences. Voilà, hein, les gens s'interrogent par rapport à ça, hein. Par rapport à la gratuité, c'est vraiment pour moi la première étape que ça. Ensuite, on peut passer à une deuxième étape, qui est le développement à grande échelle, à l'échelle nationale, de ces magasins participatifs, où, une fois de plus, 100% des profits vont pas dans la poche de sociétés privées, mais va dans l'État, simplement. Et donc l'État, du coup, regorge de ressources pour favoriser tout un tas de projets. Et dans la deuxième étape, par contre, il y a cette monnaie qui disparaît quand on l'utilise pour les gens qui le veulent. Les gens qui ne le veulent pas continuent à vivre. Donc, on arrive à une société hybride qui favorise tout le monde, en quelque sorte. Voilà, donc il n'y a pas de raison que de gens ne la veulent pas parce que ça favorise tout le monde. Et surtout, dans cette première et deuxième étape, on a cette création du lien. Voilà, on passe du gain au lien, en quelque sorte. Parce qu'on aura le développement des écolieux ou des zones de production alimentaire, de biens, etc. Donc, on aura des jeunes, des gens de toutes les générations qui vont venir habiter dans ces écolieux, hein, qui vont se générer partout, dans toutes les régions, hein. Parce que pour moi, l'idéal serait que chaque région soit autonome à 100% sur tout ce qui est consommé, en quelque sorte, tous les besoins. 100% des régions, hein. Donc, ça veut dire que les gens vont travailler, tout ça va s'organiser au niveau de la première étape déjà, ça permet ça, et de la deuxième étape. Hein, ça permet d'éveiller les consciences. Et quand les gens sont prêts, eh ben, on pourra, quand les gens sont prêts, passer une économie sans moyen d'échange, si les gens le veulent, et sans argent. Et pour ça, il faut un sacré niveau de conscience. Donc ça, pour moi, je le verrai plus tard. Guillaume, je te donne la parole si tu veux. Voilà. Tu es complètement Qu'est-ce que vrai tu lorsque penses dans de ta... cette idée de transition progressive, de C'est très très financement, bonne, c'est une très très bonne vision. deux chemins politiques, et ensuite de sociétés hybrides et d'un basculement par la suite? Ce serait une très bonne chose. Seulement, tu fais abstraction d'une réalité qui est que nous vivons dans un monde qui est déjà phagocyté par des gens qui ne te laisseraient pas faire, parce qu'ils te rendraient cette possibilité-là illégale. C'est-à-dire que ce serait juste même pas possible. Une monnaie parallèle, c'est déjà illégal.
n'importe quelle ville ou communauté qui essaie de le faire n'a pas le droit de le faire. Parce qu'il n'y a qu'une seule monnaie qui est reconnue et celle-là est unique. Toute autre monnaie est une fausse monnaie, tu n'as pas le droit. Bon, ça c'est une chose. Ils rendent légal ce qu'ils veulent rendre légal. Ensuite, la vision politique, rentrer dans un modèle politique, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est corrompu. C'est-à-dire que jamais ce genre d'idée ne pourra progresser dans un monde actuel parce que tout est corrompu par les forces de l'argent. Parce que ce ne sont pas les politiques, les gens qu'on élit, qui font les décisions. Ce ne sont même pas les assemblées nationales ou le Sénat. Ça, c'est du paravent. Les gens qui prennent les décisions sont des gens qu'on ne voit pas et qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Quand tu regardes qu'un groupe comme BlackRock représente, mais je ne sais pas, des trilliards, qu'est-ce que tu crois qu'un État correspond par rapport à ça? C'est zéro, c'est du vent. Il suffira qu'ils tirent quelques ficelles pour que tout le monde arrive derrière et te dise non, non, c'est pas possible. C'est une bonne initiative. Il ne faut pas cracher dessus. Ce que tu prétends faire là, c'est bien. Je ne vais certainement pas te dire quelle connerie. Ce n'est pas une connerie, c'est bien. C'est bien réfléchi et c'est bien ficelé. Là, Mais dans tu le vois, c'est monde les dans lequel on obstacles. est, Tu vois et les ce que obstacles. je vois comme obstacle, moi, à tout ça, c'est que les gens qui nous dirigent ne sont pas ceux que l'on croit et que ce n'est pas du complotisme que de dire que les gens qui ont l'argent et le pouvoir sont aujourd'hui ceux qui décident et qui ne laisseront pas ce genre d'initiative se propager parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Et ça, tu peux le voir par rapport à quelqu'un tout bête qui était à la frontière suisse, je ne sais plus le nom de ce mec-là, qui était à la frontière suisse et qui avait décidé de ne plus utiliser le système de la sécurité sociale parce qu'il ne lui convenait pas. Donc, il est allé faire quoi? Il est allé prendre le système suisse, tout en vivant en France. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé avec les gendarmes chez lui. Ils lui ont fermé son centre équestre. C'était un mec qui tenait un centre équestre et qui avait décidé de s'affranchir de la sécurité sociale parce que c'est pour plein de raisons. Mais ça a été terminé. Ça a été terminé. Le mec s'est pris les gendarmes et ça a été fini. On n'en a plus entendu parler de ce gars-là et de son initiative de se passer de la sécurité sociale. Bref, c'est un exemple. Mais on te rendra terroriste. C'est comme ça que tu seras appelé. Et ce sera terminé. Donc, Et ne cherche pas précisément, à si on crée ignorer un ça, parti parce que tu peux pas politique, si on crée un parti politique, mais ce parti politique ne sera pas autorisé. Et même s'il l'est, il restera mais ridicule, parce qu'ils ne te laisseront pas te déployer tes ailes ou avoir tes 500 signatures et ces choses-là. Il y aura toujours un système qui va venir contrevenir et t'empêcher. Et si tu fais le malin, mais tu te prendras les flics. Alors moi, je n'aime pas particulièrement la façon de faire de Dieudonné. Mais, cependant, je suis pour le fait qu'il puisse faire des spectacles. Mais regarde aujourd'hui ces spectacles. Il se prend les flics à chaque fois, alors que pourtant, il ne dit rien de vraiment controversé. À une époque, il a dit des choses qui étaient difficiles à faire passer et je n'étais pas d'accord avec lui. Cependant, aujourd'hui, il fait des spectacles qui sont très bien, qui n'insultent personne, mais il se prend les flics à chaque fois. Parce on peut que, parler de Coluche sans parler de voilà, on Dieudonné. peut parler de tous ces gens-là qui ont Évidemment, décidé à un moment donné de faire du contre-courant et de prendre de l'importance. Mais on ne les a pas laissés exister. On ne te laissera pas exister tant que le monde est tel qu'il est. Et ça, on ne peut pas s'en extraire, on ne peut pas faire abstraction de ça. On peut cependant faire des souhaits, avoir des espoirs, et c'est ce qu'on fait. Là, on fait des souhaits. Et c'est une très bonne chose. Mais la réalité du terrain, c'est ça ne se développera pas. On nous écrasera et on trouvera toujours une raison pour nous écraser. Bon, après, voilà, peut-être que c'est une vision un peu pessimiste qui est la mienne, mais oui, je pense que tu as entièrement raison sur la réalité, la dureté des réseaux politiques que j'ai mentionné avant. C'est pour ça que moi, dans ma vision, on peut tout à fait rester à la pré-étape, en quelque sorte, où on crée des commerces qui engrangent de l'argent, d'accord? 100% de cet argent va à la création de lieux où on peut vivre, on peut y passer notre retraite, d'écolieux, où on a des enfants, on a des écoles, rien ne nous empêche en France d'avoir un magasin, d'en avoir 10, d'en avoir 100, d'en avoir 200. Rien ne nous empêche ça. D'accord? On reste à la première étape sans passer à la seconde étape politique. À ce moment, on peut essayer. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On reste à la première étape et chacun de nous pourra passer ses vacances et passer sa retraite ou passer toute l'année dans ces écolieux qui sont financés par ces commerces. Voilà, c'est comme ça. On peut rester tout à fait à la première étape. C'est un choix. Voilà. Eric, s'il te plaît, voilà. Si tu veux démarrer ton micro. Oui. Le commerce, c'est la dernière étape. D'abord, il faut produire ce qu'on vend dans les magasins, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire sortir du monde de l'argent. Il faut organiser des équipes, des coopératives, des gens qui travaillent ensemble. Par exemple, moi, je collabore parfois avec une cantine populaire, celle des Gilets jaunes à Montreuil.
hein. On arrive le mercredi à 9h30, on cuisine pendant 3 heures, et c'est pas gratuit, c'est à prix libre. Mais on a quand même démarchandisé en partie la restauration, quoi. Les gens mangent bien, bio, entrée plat dessert, pour moins de 5 euros s'ils le veulent. Après, ils peuvent payer 1 euro s'ils le veulent. Donc il faut produire, produire des biens et des services. Et après, on les fait payer à prix libre s'il y a encore de l'argent, ou gratuitement s'il n'y en a plus. Mais en tout cas, il faut produire avant tout, organiser ça. Et puis, je voulais aussi revenir sur l'imaginaire. Tu as raison qu'il faut se battre sur le plan des imaginaires. Ça coûte pas forcément des centaines de milliers d'euros, hein. Il y a plein de bouquins, par exemple, qui sont publiés, comme j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, c'est Paresse pour tous. Il se base sur le plan des imaginaires. Il promeut la semaine de 15 heures par semaine, de 15 heures de travail. Et je pense que j'en ai écrit un bouquin, moi, un roman d'anticipation, toujours dans cette obsession-là de proposer un imaginaire. C'est ce que je fais aussi dans mes spectacles, dans mes conférences gesticulées. Je propose le monde du bisounours, une utopie pour le XXIe siècle. Et puis, ceux qui bénéficieraient plus du système, les prolétaires, ceux qui se rebellent le plus souvent, en fait, ils sont sous la domination complète de l'hégémonie culturelle. Ils n'imaginent pas un monde sans argent. C'est hors de leur champ mental. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre sur le plan de l'hégémonie culturelle du capitalisme, en défendant des idées comme, effectivement, tout travail mérite salaire. Non, c'est pas vrai. On peut travailler gratuitement, ça peut arriver. Et on peut avoir des choses gratuitement aussi. Je voudrais, pour finir, citer Mao Zedong qui a dit « La littérature et l'art prolétarien font partie de l'ensemble de la cause révolutionnaire du prolétariat. Ils sont, comme disait Lénine, une petite roue et une petite vis du mécanisme général de la révolution. » Donc oui, il faut se battre sur le plan imaginaire, mais ça ne coûte pas forcément si cher. Si vous connaissez des lieux, je peux me produire d'ailleurs pour mon spectacle, hein, pas trop loin de chez moi à Paris. Je vais passer un chapeau pour le billet de train, c'est tout, hein, je viens gratuitement. Et je suis embêté par Gigi qui n'arrête pas de gigoter. Merci Eric. Voilà, quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Jimmy, peut-être, par rapport à la réalité, la dureté du monde politique? Oui, en effet, les coups qu'on va se prendre de toutes sortes seront un indicateur du danger que représente la société post-monétaire et, pour, euh, pour certaines personnes qui ont le pouvoir et qui veulent, d'ailleurs, dont la vie ne changerait pas vraiment dans un monde post-monétaire. Je pense qu'il y a ce besoin d'être au-dessus des autres. Enfin, finalement, moi, ce que je propose, c'est que personne ne perde rien, finalement. Simplement ceux qui ont moins et un peu plus, ou en tout cas au même niveau que les autres. Donc cette égalité dérange. C'est plus simple d'être dans ce monde-là où, quand on est au-dessus, eh bien, on a cette ivresse, cette sensation de pouvoir contrôler les autres, pour un peu que l'on ait l'argent. Donc, oui, c'est très dur, mais c'est justement pour ça que je préfère ne pas avancer à petits pas sans tapage, sans faire trop de bruit. Et si par chance on est présent à une élection, notamment nationale, eh bien, on pourra au moins faire acte de présence et faire parler. Bien sûr, j'ai pas, j'imagine pas qu'on puisse gagner des élections dès la prochaine échéance. Ça serait un miracle. Mais au moins mettre sur la table ce sujet, parce que il faut le dire, quasiment personne n'est au courant de nos idées et c'est quelque chose qui est bien gardé, bien mis de côté. Donc, il y a tout ce travail de défrichage au début où il faut montrer à chacun que cet horizon est possible. Donc ça, euh, on peut le faire en étant présent et visible. Il faut de la visibilité. Et voilà, je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Eric, je crois, sur le fait que comment dire, c'était quoi, dans un monde avec argent, les règles du jeu du système euh, étaient assez compliqué pour nous et qu'on devait occuper plutôt l'autre champ, le champ des initiatives démonétisées. Ben, je pense qu'il faut faire les deux, qu'il faut aussi être très bon et très fin en business. Il y a des choses à proposer pour que l'extérieur de cet espace voulu comme non monétaire, eh bien, le rapport avec l'extérieur sera assez dur, assez virulent aussi. Donc, pour pouvoir subsister en tant que pays post-monétaire,
le cas échéant, eh bien, il faut savoir négocier avec les autres. Et ça, j'ai plein d'idées pour ça. On pourra développer. Mais voilà, il faut. Et puis alors, Eric disait aussi que par rapport Justement, aux... j'ai mis, excuse-moi, justement, parce que dans ton livre, Le collectivisme, tu envisages la transition d'abord dans un pays. Et donc, justement, il faut qu'en interne, il n'y ait plus d'argent au sein de ce pays, mais garder une monnaie pour les relations extérieures avec les pays qui sont toujours l'argent. Donc, tu parles de ça dans ton... Donc, c'est bien parce que tu envisages, tu approfondis la réalité post-monétaire. Hein, et aussi, tu envisages aussi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, Le collectivisme, c'est que tu envisages aussi la possibilité pour les gens de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en interne, c'est comme si on gelait les Voilà. avoirs des gens, Oui, admettons, et que si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est la bérésina, les gens on se rendent compte qu'il voilà. n'y a Alors, rien qui marche dans un monde sans argent, parce que les gens prennent trop, les gens ne veulent plus travailler, etc. Et bien à ce moment-là, on revient comme un système de sauvegarde, on revient et comme avant et on continue. Hein, tu parles de ça dans ton livre. ça, alors c'est ce que c'était. Pierre était préoccupé par cette question tout à l'heure. Hein. Il disait si les gens ne veulent plus, à un moment donné, plus de ce système, comment faire? Alors déjà, premièrement, je dois dire que c'est l'élection, c'est ça qui le juge, c'est le peuple. Si le peuple a décidé en majorité de revenir au monde d'avant, eh bien, il remporte l'élection. Malheureusement, on doit revenir en arrière. Donc, il faut, je pense, geler les comptes en banque pour pouvoir les réinstaurer pour les particuliers et les entreprises à la restauration de la monnaie, malheureusement. Et voilà, en indexant un peu, de toute façon, la création monétaire, la Banque centrale ou Banque nationale pourra émettre de l'argent, c'est assez facile pour pouvoir restaurer normalement les comptes. Euh, Toi, tu voilà. vois la transition, on passerait directement, il n'y a pas de système hybride hein, dans ton système. Hein. On passe en interne directement, il n'y a plus d'argent. Il y a les élections, en Alors, interne, il n'y a plus d'argent, mais en externe, on garde des en relations, donc externe, on oui. garde de Oui, oui, l'argent en externe. Hein. Alors que oui, parce que moi, je vois plutôt un système hybride. Les gens qui refusent ce système peuvent continuer sur le territoire, on va dire en France, comme avant. Et puis les gens qui veulent d'un autre système, eh ben, les deux systèmes cohabitent et peuvent cohabiter. Hein, c'est notre alors, différence en la, quelque sorte. la loi, c'est la loi. Si ça a été voté, si ce nouveau système a été voté, eh bien, tout le monde s'y met. Tu prends n'importe quelle loi aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de faveur, ou rarement, pour les gens qui disent non, moi, j'ai pas envie d'obéir à cette loi. Il y a d'autres systèmes à travers le monde. Les gens qui sont attachés à leur territoire, à leur pays, eh bien, ils resteront contre vent et marée. Voilà. Parce que sinon, quel, quel patriote pourrait se prétendre comme tel si à chaque fois qu'il y a une loi qui ne va pas, s'enfuit dans un autre pays? Donc non, moi c'est pareil, s'il y a des lois qui ne me plaisent pas, eh bien tant pis, je fais le dos rond et je reste dans mon pays parce que c'est là, il n'y a pas moyen de déserter, enfin. Oui. Donc, Alors, dans ton système à toi, Jimmy, comment tu fais si, admettons, il y a des élections, ça passe à 52% et les 48%, ils veulent pas d'un système sans argent. Comment tu fais avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu bonne me chance à parlais eux pour les peut-être prochaines, éventuellement. Ouais, bonne chance à eux pour les prochaines élections. Et si ça leur est favorable, eh bien, les postes monétaires se plieront. Donc, pour moi, j'ai une vision très, euh, très démocratique, en fait, tout simplement. Et donc, la monnaie vers l'extérieur, bien sûr, pour continuer justement, je disais, à négocier, à continuer avec les autres pays. Parce que tant qu'il y a de la monnaie injectée pour les autres, le business continue pour eux, finalement. Hein. Là, pris comme ça, c'est assez violent hein, à concevoir pour des sociétés enfin, monétaires en tout cas. Mais la seule façon de garantir une survie en tant que société post-monétaire, c'est de dire aux autres, on continue à échanger avec vous avec de la monnaie, on va créer de la monnaie comme si de rien n'était, comme avant, et parce qu'on a besoin de certaines de vos ressources, vous n'allez pas nous les donner gratuitement, et on va vous les payer. Simplement, on des sanctuarise échanges l'espace avec. intérieur. On sanctuarise l'espace Voilà, intérieur. voilà, Voilà. on a bien compris, Julien. Voilà, donc là, je pense que cette table ronde était intéressante, enrichissante. Hein. Les 2 heures sont passées très vite. Tout le monde doit bientôt partir. Hein. Donc, on voit on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de réalités qui s'ouvrent hein, par rapport à différents facteurs. Hein. Moi, je vous propose de nous retrouver prochainement pour une prochaine table ronde. On pourra discuter ensemble du sujet, ou peut-être prolonger cette conversation. Hein, je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Un monde sans argent, un monde sans misère.
Un monde où les gens sont tous frères. Un monde sans argent, un monde sans misère. Un monde où les gens sont